Dernier à Kiev avec son homologue roumain Klaus Iohannis, le président d'Ukraine Piotr Poroshenko lui a proposé de dégeler le conflit en Transnistrie. M. Poroshenko a signalé à l'issue de la rencontre que les dirigeants de deux pays se sont entendus sur la coordination eu égard à la Transnistrie pour aider la Moldavie à rétablir sa souveraineté et son intégrité et à réintégrer la Transnistrie dans la Moldavie. Sur son compte Twitter Ecalypse, le Français Éric Gaillot a ainsi interprété le mot inoffensif dégelé. Poroshenko a appelé à déclencher une guerre majeure en Transnistrie. Si quelqu'un ignore à qui Kiev propose de déclarer la guerre, rappelons qu'il s'agit de la République moldave de Transnistrie, qui a proclamé son indépendance de la Moldavie en 1991, à l'issue de 2 ans d'une guerre violente. La République peuplée d'un peu plus d'un demi-million d'habitants et dont la superficie n'est que de 4200 km², s'étend le long de la rive gauche du Dniestre, qui se jette dans la mer Noire. L'Ukraine s'en est prise à la Transnistrie parce que la Russie a toujours été et reste son allié. Pour ce qui est de la Roumanie, elle revendique de longue date ce territoire, tout comme le reste de la Moldavie. Notre observateur Igor Yazon s'est entretenu sur ce problème avec le géopolitologue belge Luc Michel. Monsieur Michel, qui est également administrateur général de l'organisation non gouvernementale Observation eurasienne pour la démocratie et les élections, et commentateur d'Afrique Média TV, a répondu aux questions par téléphone depuis Bruxelles. Moi, c'est un sujet que j'évoque depuis maintenant plus de 5 mois. On n'est pas dans un problème qui est propre à la République moldave du Dniester. Moi, je n'utilise pas le terme de Transnistrie, puisque vous savez que la Transnistrie, c'était l'occupation roumaine en 1941-44. Le problème, c'est un problème général, régional. C'est l'OTAN qui veut créer des foyers de tension dans le cadre de sa campagne contre la Russie. Les Américains au sein de l'OTAN agite la nostalgie de certains États est-européens pour de grandes périodes de leur histoire. On agite la nostalgie de la Grande Pologne avec Varsovie et on agite la nostalgie de la Grande Roumanie avec Bucarest. Qu'est-ce que c'était la Grande Roumanie? Profitant de l'effondrement de l'État russe avec la révolution d'octobre en 1917-18, les Roumains profitent de l'occasion pour créer ce qu'on appelle une Grande Roumanie. Ils s'emparent de portions du territoire hongrois, du territoire ukrainien, notamment ils s'emparent de la Bessarabie, qui était une province russe libérée par l'armée russe depuis la fin du XVIIIe siècle. En 1941, la Roumanie, qui est un État fasciste, est l'allié du Troisième Reich nazi et il participe à l'opération Barbarossa, donc à l'agression nazie contre l'Union soviétique. En échange de cela, ils reçoivent une portion de l'Ukraine que l'on appelle la Transnistrie, qui est beaucoup plus importante que la République moldave du Dniester actuelle. Hitler leur fait cadeau d'Odessa. Pendant 4 ans, Odessa est une ville roumaine. Lorsque l'armée roumaine entre à Odessa, en 48 heures, elle prend 29 000 juifs, commissaires soviétiques, hommes politiques soviétiques. En 1944, la Roumanie, qui voit qu'il perd la guerre, renverse le maréchal Antonescu et change de côté, mais la nostalgie de cette grande Roumanie, elle ressurgit à la fin de l'Union soviétique, elle ressurgit en Roumanie et elle ressurgit dans l'ancienne Bessarabie, qui en 1945 est devenue la République socialiste soviétique de Moldavie, donc un État ex-soviétique aujourd'hui. De l'ancienne République moldave, qui va devenir la République moldave du Dniester, donc la soi-disant Transnistrie des Occidentaux, se soulève. En 1992, les Moldaves attaquent la petite République autoproclamée, mais ils sont battus. Ils sont battus par les milices de la République moldave du Dniester. Les années passent. La République moldave du Dniester, c'est un État de facto avec une armée qui est puissante. C'est un État avec un parlement, une cour constitutionnelle. Moi, j'ai été très proche puisque en 2006, j'ai déjà participé avec Eyod à l'organisation du référendum d'autodétermination, donc de ce qu'on appelle la PMR ou la Pridnestrovie en russe. La majorité des habitants, c'est-à-dire 97%, s'est prononcée
pour l'indépendance et puis le rattachement à la Fédération de Russie. J'ai participé, j'ai organisé en 2007 un audit sur l'état donc de la PMR. J'ai fait un rapport de 250 pages. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que la Roumanie, parce que la clé de tout ça, c'est la Roumanie actuellement. La Roumanie est devenue une plateforme d'agression contre la Russie. Elle est notamment un des États qui a accueilli les radars et les systèmes antimissiles américains. La Roumanie a eu un nouveau président, Klaus Werner Iohannis. C'est un germano-allemand. La politique immédiatement de la Roumanie, soutenue donc à la fois par Berlin et par Washington, et donc, on a encouragé. Comment ça se passe? Tout d'abord, il y a des mouvances politiques extrémistes liées à l'extrême droite. On est dans le même phénomène qu'en Ukraine, avec les Banderistes. C'est-à-dire que les gens qui sont pour l'annexion de la Bessarabie ou de la Transnistrie, ce sont des gens d'extrême droite qui sont aux marges du néofascisme. Il y a donc régulièrement des marches à Bucarest pour l'annexion de la Bessarabie, donc la République moldave, de Moldavie, et évidemment ça inclut ce qu'ils appellent le dégel de la situation avec Tiraspol, avec la Pridnestrovie, puisqu'il y a là ce qu'on appelle un conflit gelé bloqué donc depuis 1992, avec la présence de casques bleus dans le cadre d'un accord qui est patronné dans un accord avec l'OTAN, l'OSCE et les Occidentaux. Il y a une force d'interposition russe. Bucarest promet à Chisinau des choses qui n'arriveront jamais, notamment l'intégration dans l'Union européenne. Il faut comprendre quelque chose. Dans le cas de Tiraspol, visiblement, l'Union européenne n'en veut pas, d'autant plus qu'il y a cette force russe qui se trouve là-bas. La situation politique, c'est compliqué avec l'accession au pouvoir à Kiev de la junte de Kiev, parce que la Pridnestrovie est complètement enclavée entre la République de Moldavie et l'Ukraine, et donc elle dépend principalement justement d'Odessa pour ses exportations, de l'aéroport d'Odessa, puisque l'aéroport de Tiraspol est interdit. Vous ne savez pas arriver à Tiraspol en avion. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Kiev a organisé, avec Chisinau et en excitant les gens de Chisinau, un blocus donc de Tiraspol qui dure maintenant depuis le mois de mai 2014 et qui est en train d'asphyxier économiquement la petite république donc de Pridnestrovie. Les échanges économiques ne savent plus se faire qu'en passant par la Moldavie, et la Moldavie les taxe de très lourds droits de douane, ce qui fait que les nombreux produits industriels, puisque la Pridnestrovie, c'est un État avec une industrie importante, qui a hérité de toute l'industrie lourde du temps des Soviétiques. C'est la raison pour laquelle les gens de la République de Moldavie veulent reprendre le contrôle. C'est le contrôle de l'industrie. C'est un petit État où le niveau de vie est supérieur à la Moldavie, avec une population visiblement qui vit décemment, qui est heureuse. Tout ça est maintenant mis en danger par ce blocus économique. Tiraspol tient grâce à l'aide russe, et ils ont de nouveau exprimé l'année passée le désir de devenir une partie de la Fédération de Russie. C'est inacceptable pour l'OTAN, puisque ça ferait un deuxième Kaliningrad. Il faut dire un dernier mot, Igor, il faut parler de géopolitique. La Pridnestrovie, bien que c'est un tout petit État le long du Dniester, c'est ce qu'on appelle en géopolitique un pivot. C'est un pivot géopolitique. En ayant le contrôle de la Pridnestrovie, en étant présent à Pridnestrovie, la Russie exerce un contrôle géopolitique à la fois sur la Moldavie et sur l'Ukraine, et donc c'est un point géopolitique très important dans l'Europe et dans la confrontation Est-Ouest. Ça explique pourquoi les Américains, mais aussi les politiciens de Bruxelles et ceux de Berlin, laissent la bride à l'ultranationalisme roumain et laissent la bride, comme ils l'ont fait en Ukraine avec la junte de Kiev, à ce néofascisme latent qui se cache derrière l'idéologie de la Grande Roumanie. Il faut soutenir évidemment la Pridnestrovie. La Pridnestrovie, conservant son autonomie, toutes ces institutions d'État qui existent depuis 20 ans, et son armée.
son armée étant la garante de sa protection. La fédération qui existerait principalement pour rétablir la paix entre les deux parties et en même temps pour permettre, puisqu'il y a des échanges économiques importants, pour permettre à la Moldavie et à la Pridnestrovie de travailler économiquement ensemble au travers du monde. C'est le même plan que Poutine a proposé lors des accords de Minsk II à Kiev et qui sont en train d'être trahis par Poroshenko et par les politiciens de Kiev. On voit immédiatement que la proposition russe, c'est la paix. La position de l'OTAN, de Washington, de Bruxelles, de Berlin, c'est la guerre. C'est ça qu'il faut constater. Et on dénonce, quand on voit ça, la russophobie. Ce n'est pas Moscou qui menace la paix. C'est l'OTAN, évidemment. Mon cher Luc, je voudrais te demander de faire des accents sur la position de l'Ukraine dans cette région. Le gouvernement de Kiev n'a aucune autonomie. En politique internationale, comme on dit en français, Kiev danse sur une musique qui est écrite et jouée par les Américains. L'Union européenne est utilisée, Berlin n'est absolument pas rapproché de Moscou, et Berlin n'est absolument pas éloigné des États-Unis. Berlin est allé avec Paris à Minsk pour sauver le soldat Poroshenko. S'il n'y avait pas eu les accords de Minsk II, l'armée du Donbass serait maintenant beaucoup plus avancée. Donc, leur démarche n'est pas d'aller apaiser les choses avec la Russie, c'est de sauver le régime qu'ils patronnent en Ukraine. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que le régime de Kiev ne tient que par deux choses. Il tient par le soutien des Américains de Washington et par le soutien de Berlin et de Varsovie. Et qu'effectivement, le parti de la guerre en Ukraine et en Europe de l'Est, il est tenu par Varsovie, par Donald Tusk à Bruxelles, puisque l'ancien Premier ministre polonais est maintenant le président du Conseil des ministres européens, et par les politiciens roumains. Tous ces gens, ce sont des alliés directs de Mme Merkel qui sont sous son contrôle. À cela s'ajoute en Ukraine le soutien direct de Berlin à Yatsenyuk et à Klitschko. C'est le politicien actuellement, on n'en parle plus jamais, mais c'est un des politiciens les plus puissants d'Ukraine. Poroshenko, au-delà de tout ça, c'est quelqu'un qui est sans grand pouvoir. Il a été mis là au pouvoir par les Américains, et donc il n'a pas beaucoup de pouvoir. Il essaye de s'imposer aux oligarques, et notamment au fameux Komolonski, qui est le financier de tous les bataillons spéciaux néo-nazis. Donc ce qui se passe en Ukraine pour le moment, se fait, la junte de Kiev est soutenue par Washington, Berlin, Varsovie et Bucarest. Kiev apparaît donc comme celui qui veut isoler la Pridnestrovie, mais dans la réalité, c'est Bucarest. La deuxième chose qu'il faut évidemment savoir, c'est que Kiev a des problèmes, non seulement dans le Donbass, mais avec des minorités. Elle a des problèmes avec les minorités polonaises dans le nord, c'est-à-dire dans le nord de la Galice. Deuxième problème de minorité, c'est les Russo-Hongrois de la Rus-Carpathia, à la frontière hongroise, qui eux sont soutenus par le gouvernement de Budapest. Et troisième problème, ce sont les minorités roumaines en Ukraine, ce qu'on appelle donc la Bukovine du Nord, et il y a aussi une partie dans l'ancienne Dobrujna maritime, qui a longtemps été roumaine. Kiev a négocié évidemment son soutien, notamment à la politique d'agression contre la Pridnestrovie, contre le fait que Bucarest ne soutienne pas les minorités roumaines d'Ukraine. Tous ces gens, que ce soit la Rus-Carpathia, que ce soit la Bukovine du Nord, ce sont des gens qui sont prêts à l'indépendance. Vous avez le tableau de la situation. Poroshenko, lui, tout ce qu'il essaye, c'est de se maintenir au pouvoir. Il est soutenu par les Américains, mais comme on dit, du bout des doigts. Poroshenko a été une solution de remplacement. On ne voulait pas de Yatsenyuk, on ne voulait plus de Timoshenko. Et donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a pris ce Poroshenko auquel on a bâti une statue sympathique, le baron du chocolat. Voilà la situation. Kiev fait le sale boulot qu'on lui dit de faire, et donc qu'on comprenne bien quelque chose. Derrière le blocus de la Pridnestrovie, derrière la tentative, comme dit Bucarest, de dégeler le conflit gelé, ça veut dire la guerre évidemment, il y a évidemment directement les Américains et il y a directement les généraux de l'OTAN à Bruxelles. En principe, si le Poroshenko et son homologue roumain ont réussi à liquider Transnistrie
Qu'est-ce que c'est le rôle de Russie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Écoutez, Igor, ça va dépendre de quelque chose. Deux scénarios possibles. Soit l'armée roumaine interviendra aux côtés de l'armée moldave et peut-être de l'armée ukrainienne. À ce moment-là, ça serait évidemment la guerre et la Russie interviendra. La Russie ne laissera pas massacrer une deuxième fois des Russes. Et comme je vous l'expliquais, le contrôle géopolitique de la Pridnestrovie est essentiel à la sécurité russe. Maintenant, il y a un autre scénario possible, c'est que ce soit uniquement l'armée de Moldavie qui intervienne, éventuellement encadrée par des officiers roumains, des conseillers. C'est ce qui s'est passé en 1992, mais à l'époque, la Roumanie n'était pas membre de l'OTAN. Ça serait évidemment à ce moment-là une guerre régionale comme en Géorgie en 2008. L'intervention des Russes ne supposerait pas un conflit majeur qui peut déboucher sur une guerre mondiale. Je voudrais quand même vous expliquer quelque chose, parce que c'est une donnée du conflit qu'on oublie à Kiev et à Bucarest, mais qu'on connaît à Chisinau. La majorité des Moldaves, premièrement, ne veulent pas se battre. Les Moldaves, c'est un peuple qui rêve de rentrer dans l'Union européenne. La deuxième chose, c'est que l'armée de Moldavie, c'est une armée faible. Face à ça, il y a une armée de Pridnestrovie qui est une armée forte, avec des brigades mécanisées, avec des forces spéciales du Kispenda. C'est une armée qui est organisée comme l'armée russe. Il y a des industries très importantes d'armement en Pridnestrovie. Ils produisent leurs munitions. Et donc, pourquoi ils font tout ça? Parce que c'est un tout petit pays. Ça ressemble un peu à Israël. Il n'y a pas de profondeur stratégique. La largeur du pays, ce n'est pas plus de 15 à 20 kilomètres. C'est un État qui est tout en longueur le long du Dniester. Donc, ils ont besoin d'une armée constamment mobilisée, avec une capacité de réaction rapide au cas où on les attaquerait. Une guerre entre eux et Chisinau actuellement, elle est quasi impossible. C'est la raison pour laquelle Bucarest essaye de pousser la Moldavie, qui est un État en semi-faillite, à surarmer. Chisinau n'est pas encore prêt à aller dégeler le conflit, parce qu'elle sait que la population ne suivra pas. Vous savez, c'est le même problème qu'à Kiev. La majorité de la population ukrainienne a refusé la mobilisation, et dans les minorités polonaises, hongroises et roumaines d'Ukraine, le taux de refus de la mobilisation, il est de 98%. Il faut espérer maintenant que la voie du bon sens va s'imposer. La dernière chose qu'il faut dire, c'est que Moscou ne prend pas le dossier à la légère, soutient fortement l'économie de la Pridnestrovie, et je pense qu'il y a un symbole fort, c'est qu'on a confié le dossier de la Pridnestrovie au gouvernement russe à Dimitri Rogodzin. Rogodzin, c'est quand même un membre du clan ultra-patriote de la majorité qui soutient Poutine. C'est quelqu'un, évidemment, qui ne laissera pas tomber des frères russes. Vous avez écouté l'interview du politologue belge Luc Michel consacrée aux intentions de la Roumanie et de l'Ukraine de déclarer la guerre à la Transnistrie.